Bonjour à tous. Le marais poitevin, avec ses canaux silencieux et ses frênes têtards, cache bien des secrets. Mais imaginez, au cœur de cette Venise verte, les fondations colossales d'un phare qui n'a jamais vu le jour. Une sentinelle de granit pour un océan disparu. L'histoire du phare de Vallombreuse est celle d'un rêve grandiose et d'un échec spectaculaire. Et vous, quel est le projet le plus fou que vous ayez jamais imaginé abandonner? L'affaire commence en 1887, non pas dans les brumes du Marais, mais dans le tumulte intellectuel et industriel de Paris. Le baron Amaury de Vallombreuse, dernier descendant d'une lignée dont la fortune s'était bâtie sur le sel et le commerce maritime avant de se solidifier dans la terre, est alors un homme d'une cinquantaine d'années. Il n'a rien du hobereau de province confit dans ses certitudes. C'est un esprit éclairé, un polytechnicien passionné de géologie, de cartographie et d'histoire. Il fréquente les cercles savants, finance des expéditions, et son hôtel particulier du boulevard Saint-Germain est un véritable cabinet de curiosités où se côtoient fossiles marins, astrolabes et les dernières publications scientifiques. Sa fascination pour le marais poitevin, où se trouve le domaine ancestral de sa famille, n'est pas celle d'un propriétaire terrien ordinaire. Il y voit autre chose que des hectares de pâturage et de peupleraies. Il y voit un palimpseste, un paysage écrit sur les vestiges d'un autre, bien plus ancien et plus sauvage. Ses ancêtres, les Vallombreuses du Moyen-Âge, n'étaient pas des agriculteurs, mais des seigneurs dont les forteresses surplombaient les vagues du golfe des Pictons, une vaste baie que l'océan Atlantique enfonçait alors profondément dans les terres. La Rochelle n'était qu'une île parmi d'autres, et les navires de commerce remontaient jusqu'à Niort. Le baron possède des chartes et des portulans jaunis qui attestent de cette géographie révolue. Pour lui, le marais n'est pas une conquête de l'homme sur l'eau, mais une lente et mélancolique agonie de la mer étouffée par les alluvions de la Sèvre niortaise et du lait. L'idée folle germe lentement, nourrie par des lectures nocturnes et de longues promenades solitaires dans ce plat pays où l'horizon est infini. Si la mer est partie, son souvenir, son fantôme, hante encore les lieux. Les noms des hameaux, l'île d'Elle, Chaillé-les-Marais, parlent d'un temps où l'eau régnait. Les fossiles de coquillages que les charrues retournent dans les champs sont les larmes salées de cet océan perdu. Alors, pourquoi ne pas lui rendre hommage? Pourquoi ne pas ériger un monument à sa mémoire, une sentinelle pour une côte invisible? Un phare. Pas une simple tour, mais un véritable phare avec sa lanterne puissante, sa lentille de Fresnel et son faisceau lumineux balayant les prairies comme il aurait balayé les flots. Un phare au milieu des terres. L'idée, d'abord une rêverie poétique, devient une obsession méthodique. Le baron y voit une synthèse parfaite de ses passions. Un défi architectural et technique, un mémorial historique et familial, et une œuvre d'art symbolique. Il imagine déjà sa lumière perçant les fameux brouillards hivernaux du Marais, guidant non pas les marins, mais les voyageurs égarés sur les routes et les chemins de halage. Il serait aussi une station météorologique de premier ordre, un point d'observation unique sur cet écosystème fragile. Le projet est insensé, mais à l'époque des grands travaux haussmanniens et de la construction de la Tour Eiffel, l'audace est une vertu. Le baron Amaury de Vallombreuse, fort de sa fortune et de sa conviction quasi mystique, est persuadé de pouvoir faire jaillir de la tourbe et de l'argile un monument qui inscrirait son nom dans l'éternité. Il ne se doute pas encore que le fantôme de l'océan, loin de se laisser honorer, allait se défendre avec l'acharnement silencieux et implacable de la nature elle-même, et que son rêve deviendrait le tombeau de sa fortune et de ses illusions. Le premier coup de pioche n'avait pas encore été donné, que déjà, les fondations de l'échec se mettaient en place,
invisibles et profondes, comme les couches de sédiments qui avaient piégé la mer. C'était une bataille contre la géographie, contre le temps et contre la raison, et le baron s'apprêtait à la livrer avec l'obstination des grands visionnaires et l'aveuglement des grands passionnés. Le baron de Vallombreuse n'était pas homme à laisser un rêve à l'état d'esquisse. Dès l'hiver 1887, il transforme une aile de son hôtel particulier en bureau d'études. Il ne veut pas d'un architecte mondain, habitué aux fioritures des opéras et des casinos, mais d'un ingénieur, un bâtisseur pétri de rationalisme et de modernité. Son choix se porte sur Lucien Hardouin, un jeune homme prometteur issu de l'école centrale qui avait fait ses classes sur les chantiers des grands viaducs ferroviaires. Hardouin, d'abord stupéfait par la demande, est rapidement séduit par la démesure du projet et la personnalité du baron. Pour lui, construire un phare en pleine terre est une aberration fonctionnelle, mais un défi structurel et technique absolument fascinant. Pendant des mois, les deux hommes travaillent en symbiose. Le baron apporte la vision, la connaissance historique et géologique du lieu, tandis qu'Hardouin apporte la rigueur du calcul, la science des matériaux et l'audace des nouvelles techniques de construction. Les plans qui naissent assez de cette collaboration sont d'une ambition folle. Le phare de Vallombreuse, tel qu'ils le conçoivent, ne serait pas une simple tour décorative. Il devait rivaliser en taille et en puissance avec les plus grands phares de la côte atlantique, comme Cordouan ou le phare des Baleines. Sa hauteur est fixée à 68 mètres, de la base au sommet de la lanterne. La structure serait octogonale, en pierre de taille de Chauvigny, une roche calcaire réputée pour sa blancheur et sa résistance, qui serait acheminée par barge sur les canaux creusés pour l'occasion. L'intérieur est pensé avec une précision d'horloger. Un escalier à vis de 311 marches en granit, des salles de service, un magasin pour les huiles et les mèches, des logements pour 3 gardiens et leurs familles, et même une bibliothèque et un laboratoire pour les observations météorologiques et géologiques du baron. Le sommet serait couronné par une lanterne monumentale, commandée spécialement aux ateliers parisiens de Barbier, Bénard et Turenne, les mêmes qui équipaient les phares du monde entier. Elle abriterait une optique de premier ordre, une lentille de Fresnel à éclat rotative, dont le faisceau, selon les calculs d'Hardouin, serait visible par temps clair à plus de 50 km à la ronde, balayant un panorama de champs, de villages et de canaux. Le baron insiste sur un détail qui en dit long sur sa démarche, l'orientation du phare. Il ne serait pas aligné sur les points cardinaux, mais sur l'axe de l'ancien chenal du golfe des Pictons, tel qu'il l'a reconstitué d'après ses cartes médiévales. La lumière ne balayerait pas la terre au hasard. Elle suivrait la route invisible des navires d'autrefois, un hommage vibrant à la mer absente. Le projet est estimé à un coût colossal pour l'époque. Près de 1,5 million de francs or. Une somme qui représente une part substantielle de la fortune du baron. Mais Amaury de Vallombreuse est prêt à tous les sacrifices. Il voit ce phare comme l'œuvre de sa vie, une cathédrale laïque dédiée à la science, à l'histoire et à la mémoire de ses aïeux. Il présente officiellement son projet au début de l'année 1889, en pleine exposition universelle, qui célèbre le triomphe du progrès avec la Tour Eiffel. Dans l'euphorie ambiante, son idée, bien qu'excentrique, ne semble pas totalement délirante. On parle de lui dans les salons, dans les journaux. Certains le qualifient de visionnaire, d'autres de mécène un peu fou. Gustave Eiffel lui-même, dit-on, aurait examiné les plans avec intérêt, saluant l'audace structurelle, mais s'interrogeant à voix basse sur la stabilité du sol. Cette remarque, presque anecdotique, se révélera prophétique, car pendant que le baron et son ingénieur peaufinaient les détails de l'élévation, ils sous-estimaient gravement ce qui se cachait sous leurs pieds. Le véritable adversaire du phare de Vallombreuse
n'était pas la critique ou le scepticisme, mais la nature même du marais poitevin. Le sol sur lequel le baron voulait bâtir son rêve de pierre était une éponge gorgée d'eau, un millefeuille instable de tourbe, de bris, une argile marine et de sédiments meubles accumulés sur des millénaires. C'était un sol sans mémoire et sans solidité, un terrain qui avait englouti un océan et qui n'hésiterait pas à engloutir l'orgueil des hommes. Le baron, dans son enthousiasme, avait fait réaliser des études géologiques de surface, mais il n'avait pas mesuré la complexité des couches profondes. Il pensait pouvoir trouver le bon sol, le socle calcaire jurassique, à une profondeur raisonnable. Ardouin, plus prudent, avait insisté pour des sondages plus poussés, mais le baron, impatient de commencer, avait balayé ses inquiétudes. La première campagne de forage, prévue pour le printemps 1890, allait transformer le rêve en un cauchemar d'ingénierie et marquer le début de la véritable bataille, celle contre la terre elle-même. Le printemps 1890 arrive, baignant le marais poitevin d'une lumière douce et trompeuse. Des convois de charrettes tirées par de lourds percherons commencent à tracer des chemins de fortune à travers les pâturages, apportant le matériel nécessaire à la première phase cruciale du chantier, les sondages profonds et les travaux de terrassement. L'emplacement choisi par le baron est une vaste parcelle au cœur de son domaine, un lieu symboliquement nommé le Haut-Vigneaud, bien que son altitude ne dépasse que de quelques mètres à peine le niveau des canaux environnants. C'est ici que Lucien Ardouin, l'ingénieur, a prévu de sonder le sol pour déterminer la nature exacte des fondations requises. L'ambiance est encore à l'optimisme. Le baron de Vallombreuse vient presque chaque jour de sa demeure voisine, observant avec une fierté paternelle les premiers signes de son grand œuvre. Les ouvriers locaux, d'abord méfiants, ont été attirés par la promesse d'un salaire régulier et se mêlent aux équipes plus spécialisées venues de Paris. Mais très vite, la réalité du terrain impose sa loi brutale. La première sonde à percussion s'enfonce dans le sol avec une facilité déconcertante. Les premiers mètres ne ramènent que de la tourbe noire et fibreuse, puis une épaisse couche de bris, cette argile gris-bleu, plastique et saturée d'eau, la hantise des bâtisseurs. Mètre après mètre, le trépan continue sa descente sans rencontrer la moindre résistance significative. 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Toujours la même matière molle et instable. L'expression sur le visage d'Ardouin se durcit de jour en jour. Les rapports qu'il envoie au baron sont de plus en plus alarmants. Le socle calcaire, ce bon sol sur lequel ils espéraient asseoir le phare, est introuvable aux profondeurs envisagées. Il est enfoui bien plus bas, sous une couche de sédiments marins dont l'épaisseur dépasse toutes les estimations. Les premières analyses des carottes sont catastrophiques. La capacité portante du sol est quasi nulle. Construire une tour de plusieurs dizaines de milliers de tonnes sur une telle éponge est une folie. La structure risquerait de s'enfoncer sous son propre poids, de basculer, ou pire, de se briser. Lors d'une réunion de crise dans le bureau de chantier, une cabane en bois battue par les vents, Ardouin expose la situation au baron sans détour. « Monsieur le baron, c'est pire que ce que je craignais. Le sol est une boue jusqu'à au moins 25 mètres. Les fondations directes sont impossibles. » Le baron, le visage blême, refuse d'abdiquer. « Impossible n'est pas un mot que j'accepte, Ardouin. Vous êtes un homme de progrès. Il doit y avoir une solution. » La solution, Ardouin l'a envisagée, mais elle est techniquement audacieuse et financièrement ruineuse. Il n'y a qu'une seule option viable, des fondations profondes. Il propose un plan d'une complexité inouïe pour l'époque et pour un tel lieu. Il faudrait construire un radier général en béton armé, une sorte d'immense semelle de près de 40 mètres de diamètre et de 4 mètres d'épaisseur.
Ce radier ne reposerait pas directement sur le sol, mais sur un réseau de plus de 150 pieux en chaîne, longs de 30 mètres chacun, qui seraient enfoncés à travers les couches de vase jusqu'à atteindre, si possible, une strate de sable compacte, ou, à défaut, de s'ancrer par friction dans l'argile profonde. Pour enfoncer ces pieux gigantesques, il faudrait utiliser la technique la plus moderne, des sonnettes à vapeur, des marteaux-pilons massifs actionnés par des machines importées d'Angleterre. Le coût de cette seule opération est vertigineux. Il double presque le budget initial du projet. Le creusement de l'excavation pour le radier poserait un autre problème majeur, l'eau. Le niveau de la nappe phréatique est à moins d'1 mètre de la surface. Il faudrait mettre en place un système de pompage permanent avec plusieurs machines à vapeur fonctionnant jour et nuit pour assécher la fouille, transformant le chantier en un bourbier indescriptible et menaçant l'équilibre hydrologique fragile des parcelles avoisinantes. Le baron de Vallombreuse écoute, le regard fixé sur les plans. Le doute, pour la première fois, semble s'insinuer en lui. Ce n'est plus seulement une question d'argent, mais une véritable déclaration de guerre contre la nature même du lieu qu'il vénérait. Pour honorer l'océan disparu, il faudrait brutaliser la terre qu'il avait recouvert, pomper ses eaux, la transpercer de pieux, la noyer sous le béton. Mais son obsession est la plus forte. Après 2 jours de réflexion solitaire, sa décision est prise. Faites-le, Hardouin, quel qu'en soit le prix. La nouvelle de l'ampleur des travaux de fondation commence à se répandre dans le Marais. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité locale devient une source d'inquiétude tangible. Le chantier, qui n'était au départ qu'une affaire privée sur les terres du baron, commence à déborder de ses limites, au sens propre comme au figuré. Le pompage incessant nécessaire pour maintenir à sec l'énorme excavation de 40 mètres de diamètre a des conséquences rapides et visibles. Le niveau de l'eau dans les canaux et les fossés avoisinants baisse de manière alarmante. Les petits agriculteurs et les éleveurs qui dépendent de ce réseau hydrique millimétré pour irriguer leurs parcelles et abreuver leur bétail voient leurs conches s'assécher. Les prairies, habituellement luxuriantes, commencent à jaunir sous le soleil de l'été. Un grondement de colère, d'abord sourd et isolé, commence à monter dans les villages de La Ronde, de Togon, de Maillé. L'incompréhension initiale face à la folie vallombreuse se mue en hostilité ouverte. Pour ces maraîchins, dont la vie est rythmée par le lent mouvement de l'eau, le projet du baron n'est plus une excentricité de riches, mais une menace directe pour leur subsistance. Les réunions s'improvisent à la sortie de la messe ou au comptoir des auberges. Son phare, il va nous mettre à sec. Il nous vole notre eau pour planter sa tour qui ne servira qu'à faire de l'ombre aux vaches. C'est un orgueilleux qui méprise notre travail et notre terre. Les mots sont durs, empreints d'une méfiance séculaire du paysan envers le grand propriétaire terrien, même si celui-ci se pique de science et de progrès. La figure du baron, autrefois respectée, devient celle d'un tyran capricieux. Le curé de la paroisse voisine, l'abbé Renaud, un homme pragmatique et proche de ses ouailles, se fait le porte-voix de ce mécontentement. Dans ses prêches, sans jamais nommer directement le baron, il fustige l'orgueil des hommes qui veulent s'élever jusqu'au ciel en oubliant ceux qui vivent sur la terre, et met en garde contre les projets qui bouleversent l'ordre naturel créé par Dieu. De son côté, le maire de la commune, un éleveur influent nommé Théophile Giraud, est assailli de plaintes. Lui-même inquiet pour ses propres terres, il décide d'agir. Il envoie d'abord une lettre polie mais ferme au baron, lui demandant de cesser les travaux de pompage qui pénalisent la communauté. La réponse de Vallombreuse est courtoise mais inflexible. Il se dit désolé des désagréments, promet des compensations financières, mais affirme le caractère légal de son projet sur sa propre propriété
et la nécessité technique de ses travaux. La rupture est consommée. Théophile Giraud, soutenu par le conseil municipal, fait alors circuler une pétition qui recueille rapidement des centaines de signatures. Elle est envoyée au préfet de la Charente-Inférieure à La Rochelle, dénonçant les nuisances graves et préjudices irréparables causés par le chantier du phare. Le conflit change d'échelle. Il n'est plus local, il devient administratif et politique. Sur le chantier même, la tension est palpable. Des actes de sabotage mineurs commencent à se produire. Des outils disparaissent, une vanne de canal est ouverte pendant la nuit, inondant une partie des chemins d'accès. Des piquets d'arpentage sont arrachés. Les ouvriers locaux, pris entre leurs besoins de travailler et la pression de leur communauté, sont mal à l'aise. Certains abandonnent le chantier. Le baron doit faire venir de la main-d'œuvre de Niort ou de La Rochelle, des étrangers qui sont vus avec encore plus de suspicion par la population. Lucien Nardouin, l'ingénieur, est de plus en plus préoccupé. Les difficultés techniques s'accumulent. L'enfoncement des pieux en chaîne avec les sonnettes à vapeur est un enfer. Le sol est si peu consistant que certains pieux, au lieu de s'ancrer, s'enfoncent de plusieurs mètres sous un seul coup de marteau, menaçant de disparaître entièrement. Le bruit assourdissant des machines à vapeur et des chocs métalliques du marteau-pilon, qui résonnent à des kilomètres à la ronde du matin au soir, achève d'exaspérer le voisinage. Le chantier, qui devait être un lieu de création, devient une forteresse assiégée. Le baron de Vallombreuse se sent de plus en plus isolé. Lui qui pensait offrir une œuvre d'art et de mémoire à sa région, se heurte à un mur d'incompréhension et d'hostilité. Il se replie sur lui-même, ne quittant presque plus son domaine, passant ses journées sur le chantier, à arpenter le bord de l'excavation boueuse, le regard perdu dans le trou béant qui engloutit sa fortune et sa réputation. Il ne comprend pas comment ces gens, qui vivent sur les vestiges d'un océan, peuvent-ils être aveugles à la grandeur de son geste? Il ne voit pas leur point de vue, celui d'hommes et de femmes pour qui la Terre n'est pas un concept poétique ou géologique, mais un outil de travail quotidien et fragile. La pétition arrive sur le bureau du préfet, un certain monsieur Delacroix, administrateur chevronné et prudent. La folie vallombreuse n'est plus une simple anecdote pour les journaux parisiens. C'est désormais un dossier épineux, porteur de troubles à l'ordre public. Le préfet Delacroix, installé dans son imposant bureau de la préfecture de La Rochelle, soupire en relisant la pétition couverte de signatures et les rapports alarmistes du maire Giraud. L'affaire du phare des vaches, comme on commence à la surnommer dans les couloirs de l'administration, prend une tournure qu'il n'apprécie guère. D'un côté, il y a le baron de Vallombreuse, un homme influent, un polytechnicien respecté à Paris, dont les appuis politiques remontent jusqu'à certains ministères. De l'autre, une population locale en ébullition, un trouble à l'ordre public naissant et des questions légitimes sur l'impact environnemental d'un projet pharaonique. Le préfet est un homme de l'État, un serviteur de la loi. Sa première démarche est de vérifier le cadre juridique. Sur ce point, le baron semble dans son droit. Le terrain lui appartient, et à cette époque, le droit de la propriété est quasi absolu. Il n'existe pas encore de code de l'urbanisme ou de l'environnement aussi contraignant qu'aujourd'hui. Un propriétaire peut, en théorie, construire ce que bon lui semble sur son fond, tant qu'il ne crée pas de nuisances directes et avérées chez ses voisins. C'est précisément sur ce point que le dossier devient complexe. La baisse du niveau de l'eau dans les canaux constitue-t-elle une nuisance légalement reconnue? La jurisprudence est floue. Le préfet charge ses services, notamment l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, d'une enquête approfondie. Une commission est dépêchée sur place. L'arrivée des fonctionnaires en redingote et chapeaux hauts de forme
au milieu du chantier boueux, est une scène surréaliste. Ils mesurent, interrogent, prennent des notes, sous le regard méfiant des ouvriers et celui, furieux, du baron qui voit cette inquisition comme une atteinte à ses droits. Les conclusions du rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées sont un chef-d'œuvre d'ambiguïté administrative. Oui, le pompage a un effet mesurable sur le réseau hydrique local. Non, il n'est pas certain que cet effet soit durable et irréversible. Oui, le projet présente des défis géotechniques d'une ampleur exceptionnelle. Non, il n'est pas du ressort de l'administration de juger de l'opportunité d'une construction d'ordre privé. En substance, le rapport ne donne au préfet aucun motif légal irréfutable pour ordonner l'arrêt des travaux. Cependant, il souligne en conclusion les risques non négligeables pour la stabilité de l'ouvrage et le fort mécontentement populaire qui pourrait dégénérer. Le préfet de la Croix opte alors pour une stratégie de l'usure. Ne pouvant interdire, il va contrôler, harceler, réglementer. Il commence par envoyer au baron une série de mises en demeure. La première concerne la sécurité des ouvriers sur un chantier jugé particulièrement dangereux. Une autre porte sur la réglementation des machines à vapeur et exige des certificats de conformité complexes à obtenir. Une troisième, s'appuyant sur une vieille ordonnance sur la police des cours d'eau, lui intime de ne rejeter les eaux de pompage que dans un certain canal, le moins affecté, ce qui oblige le baron à construire en urgence une nouvelle conduite de plusieurs centaines de mètres, ajoutant encore au coût et au délai. Chaque semaine ou presque, un nouveau courrier à en-tête de la République française arrive au domaine, demandant des plans supplémentaires, des clarifications techniques, des garanties. Lucien Ardouin, l'ingénieur, passe désormais plus de temps à rédiger des réponses circonstanciées à l'administration qu'à diriger le chantier. Le baron de Vallombreuse, lui, vit cette guérilla administrative comme une humiliation personnelle. Il écrit à ses contacts parisiens, se plaint de l'obstruction d'un fonctionnaire de province zélé. Mais l'écho qu'il reçoit de la capitale est faible. Son projet, qui avait un temps amusé les salons, commence à lasser. La Tour Eiffel est terminée, l'exposition universelle est un triomphe. Et la folie vallombreuse apparaît de plus en plus comme le caprice anachronique d'un aristocrate déconnecté des réalités. Pendant ce temps, l'opposition locale, se sentant soutenue par la préfecture, s'organise. Le maire Giraud, conseillé par un avocat de Niort, décide de passer à l'offensive judiciaire. Il dépose, au nom de la commune et de plusieurs propriétaires, une plainte au civil pour trouble anorma de voisinage, demandant l'arrêt des travaux sous astreinte et le versement de dommages et intérêts provisionnels pour les pertes agricoles. Le processus judiciaire est lent, mais il place une épée de Damoclès financière supplémentaire au-dessus de la tête du baron. Les banques, qui avaient initialement accordé des prêts à Vallombreuse en gageant ses autres propriétés, commencent à s'inquiéter de cette mauvaise publicité et de l'enlisement du projet. Le chantier lui-même est devenu un monstre bureaucratique et technique. Les fondations, qui devaient être terminées en quelques mois, ne sont toujours pas achevées après plus d'1 an et demi de labeur. L'immense radier de béton commence à peine à être coulé, section par section, dans des conditions épouvantables. La guerre n'est plus seulement contre la nature du sol ou l'hostilité des voisins, mais contre le poids écrasant de l'appareil d'État et de la machine judiciaire. Le phare, avant même d'avoir pu s'élever d'1 seul mètre, est en train de sombrer dans un marécage de paperasse, de procédures et de règlements. Le rêve poétique du baron s'est transformé en un combat sordide et épuisant. Malgré les obstacles, l'obstination du baron de Vallombreuse semble sans limite.
il est désormais engagé dans une croisade personnelle où reculer serait admettre sa folie. Puisque nous sommes en guerre, nous nous battrons avec leurs armes, dit-il à Hardouin, de plus en plus las. Le baron engage une armée d'avocats parisiens pour contrer les procédures locales et répondre au harcèlement administratif du préfet. Chaque mise en demeure est contestée. Chaque demande de l'administration fait l'objet d'un mémoire juridique de 50 pages. Le chantier devient un champ de bataille légal autant qu'un bourbier physique. Sur le terrain, les travaux se poursuivent avec une lenteur exaspérante. C'est un spectacle dantesque qui s'offre aux rares visiteurs. Au milieu d'un paysage de canaux paisibles, une plaie béante crache la fumée noire de 3 machines à vapeur qui actionnent les pompes et les bétonnières. Le bruit est incessant. Le sol alentour, piétiné par des centaines d'hommes et des dizaines de chevaux, n'est plus qu'un cloaque où se mêlent l'argile, le gravier et les déchets du chantier. L'enfoncement des pieux est terminé, non sans mal. Plusieurs se sont brisés ou ont dévié, obligeant Hardouin à revoir ses calculs et à en ajouter de nouveaux. Le coulage du gigantesque radier en béton a commencé. C'est une opération titanesque. Le ciment, la chaux, le sable et le gravier sont acheminés par barges qui encombrent les canaux aux grandes dames des autres usagers. Le béton est fabriqué sur place, dans d'énormes malaxeurs actionnés à la vapeur, puis transportés à la brouette par des files d'ouvriers qui peinent sur des planches glissantes au-dessus de la fouille. La moindre pluie transforme le chantier en une patinoire mortelle. Les accidents sont fréquents. Glissades, chutes, brûlures avec la chaux vive. La sécurité, malgré les injonctions du préfet, reste précaire. Le coût humain s'ajoute au coût financier. Le baron finance tout cela en puisant sans compter dans sa fortune. Il a déjà vendu un immeuble de rapport à Paris et une partie de sa collection de tableaux de maîtres. Son train de vie a été drastiquement réduit. Lui qui recevait le tout Paris savant et artistique vit désormais reclus dans son manoir du Marais, ne s'autorisant que des visites sur le chantier où il apparaît comme une ombre silencieuse et tendue, le visage creusé par l'inquiétude. Sa correspondance révèle un homme aux abois, oscillant entre des accès de fureur contre la bêtise et la jalousie de ses contemporains et des moments de profond découragement. À l'automne 1891, un premier succès semble enfin récompenser ses efforts. Le radier de fondation, cette immense galette de béton armée de 4 mètres d'épaisseur, est enfin achevée. C'est une structure colossale, une base d'une solidité à toute épreuve, conçue pour supporter le poids de la tour. Pour la première fois depuis des mois, un souffle d'optimisme parcourt le chantier. Le baron organise une petite cérémonie discrète pour la pose de la première pierre de la tour elle-même, en présence d'Hardouin et de quelques contremaîtres fidèles. Dans la pierre est scellée une cassette de plomb contenant les plans du phare, un exemplaire du journal local et quelques pièces de monnaie à l'effigie de la République. Le moment est solennel, mais dérisoire au regard des épreuves passées et à venir. La construction de la tour en pierre de taille de Chauvigny peut commencer. Les premières assises s'élèvent, d'une blancheur éclatante qui contraste avec la boue environnante. Les tailleurs de pierre s'activent. Le bruit des marteaux et des burins remplace le martèlement des sonnettes à vapeur. Le phare commence enfin à sortir de terre, à peine quelques mètres, mais c'est une victoire symbolique immense pour le baron. Cette victoire est cependant de courte durée. Les opposants ne désarment pas. L'hiver 1891-1892 est particulièrement rude et pluvieux. Les canaux sont en crue. Une nuit de tempête, une digue mal entretenue à quelques kilomètres en amont cède. Une vague boueuse déferle sur les terres basses. Le chantier, bien que légèrement surélevé, est touché. La grande excavation, qui n'avait pas encore été entièrement remblayée autour du radier, se remplit d'eau et de sédiments en quelques heures,
Les pompes sont submergées, les baraquements de chantier inondés, les stocks de ciment et de chaux ruinés. Le désastre est total. Il faudra des semaines, voire des mois, pour tout nettoyer et réparer. Lucien Hardouin, à bout de nerfs, vient trouver le baron. L'ingénieur, autrefois plein d'allant, est épuisé. « Monsieur le baron, c'est un signe du destin. Cette terre ne veut pas de notre tour. Chaque pas en avant nous coûte 10 pas en arrière. Je ne peux plus continuer. Je vous présente ma démission. » Le départ de son fidèle ingénieur est un coup terrible pour Amaury de Vallombreuse. Il se retrouve seul, face à un chantier dévasté, une fortune qui fond comme neige au soleil et une hostilité générale. Il tente de trouver un remplaçant à Hardouin, mais la réputation désastreuse du projet a fait le tour de la profession. Personne ne veut s'engager dans ce naufrage annoncé. Le phare n'est plus qu'un embryon de pierre posé sur une fondation monstrueuse au milieu d'un champ de ruines. Le rêve est devenu une carcasse. Le départ de Lucien Hardouin marque un tournant fatal. Le baron de Vallombreuse se retrouve privé de son maître d'œuvre, de son expert technique, du seul homme qui partageait, ne serait-ce que par défi intellectuel, une parcelle de son rêve. Il tente de prendre lui-même la direction des opérations, s'appuyant sur les contremaîtres restants, mais ses connaissances, bien que vastes pour un amateur éclairé, ne peuvent remplacer l'expertise d'un ingénieur de terrain. Le chantier, après l'inondation dévastatrice, sombre dans une sorte de chaos organisé. Les travaux de déblaiement sont lents et coûteux. Le moral des ouvriers est au plus bas. Le baron, hanté par l'échec, devient de plus en plus erratique et autoritaire, ce qui ne fait qu'aggraver les tensions. C'est sur le front financier que les coups les plus rudes vont désormais être portés. La fortune personnelle du baron, autrefois considérable, est exsangue. Le chantier a déjà englouti plus de 2 millions de francs or, bien au-delà des estimations les plus pessimistes. Les fondations monstrueuses et les batailles juridiques ont dévoré les capitaux. Pour continuer, il doit vendre ce qui lui reste, le domaine viticole qu'il possédait dans le Bordelais, puis son hôtel particulier du boulevard Saint-Germain, avec tous les trésors qu'il contenait. Il quitte Paris et s'installe à demeure dans son manoir du Marais, une bâtisse austère et humide qu'il n'avait jamais vraiment habitée. Cet exil forcé était pour lui la preuve de sa déchéance. Il n'est plus le mécène parisien, mais un simple hobereau de province acculé. Les banques, qui observent la situation avec une inquiétude grandissante, commencent à fermer le robinet du crédit. Le tribunal de commerce de Niort, saisi par les créanciers et les plaignants locaux, ordonne une expertise financière. Les conclusions sont accablantes. Le baron est au bord de la faillite. Ses actifs restants, principalement le domaine du Marais et son chantier à l'arrêt, ne suffisent non plus à couvrir l'ensemble de ses dettes et les projections de coûts pour l'achèvement du phare. La famille du baron, ses cousins éloignés de la branche parisienne, qui avaient jusqu'alors observé son caprice avec un mélange d'amusement et de condescendance, interviennent brutalement. Inquiets de voir le nom et le patrimoine familial sombrer dans ce naufrage, ils engagent une procédure de mise sous tutelle pour prodigalité et altération des facultés mentales. L'argument est cruel, mais efficace. Ils produisent des témoignages décrivant l'obsession du baron, son isolement, son refus de voir la réalité. Le projet de phare, autrefois symbole de sa vision, est présenté comme la preuve de sa folie. Amaury de Vallombreuse, convoqué devant les juges, est un homme brisé. Âgé de 55 ans à peine, il en paraît 20 de plus. Ses cheveux ont blanchi. Sa silhouette autrefois droite est voûtée. Il tente de défendre son projet avec les bribes de passion qui lui restent, parle de géologie, d'histoire, de l'hommage à ses ancêtres. Mais ces mots, face à la froide logique des chiffres et aux témoignages de ses proches,
sonne comme le délire d'un homme qui a perdu pied. Le jugement tombe, humiliant. Il n'est pas déclaré fou, mais incapable de gérer sainement ses biens. Un tuteur est nommé, un cousin notaire chargé de liquider les affaires en cours et de sauver ce qui peut l'être du patrimoine. La première décision du tuteur est, sans surprise, l'arrêt définitif et immédiat de tous les travaux sur le chantier du phare. Les derniers ouvriers sont payés et licenciés. Les machines à vapeur sont vendues à la ferraille. Les baraquements sont démontés. Le silence, après presque 3 années de vacarme, retombe sur le Haut-Vigneaud. C'est un silence lourd, un silence de mort. Le baron de Vallombreuse est dépossédé de son rêve, de sa fortune et de sa dignité. Il est assigné à résidence dans son propre manoir, avec une pension calculée au plus juste par son tuteur. Il n'a même plus le droit de se rendre sur le chantier abandonné, ce cimetière de ses ambitions. On dit que certains soirs, on pouvait l'apercevoir, silhouette fantomatique derrière une fenêtre du premier étage, regardant au loin en direction de son phare inachevé. Il ne lui restait plus rien que la contemplation de sa propre ruine. La structure de pierre, qui s'élevait à peine 5 ou 6 mètres au-dessus du radier de béton, restait là, inutile et absurde au milieu des champs. Une verrue de granit sur le visage du marais. La nature, qu'il avait voulu à la fois honorer et dompter, avait gagné. Elle n'avait même pas eu besoin de se battre avec fureur. Elle avait simplement laissé l'homme s'épuiser contre sa formidable inertie, se noyer dans sa propre démesure. Le fantôme de l'océan n'avait pas besoin de sentinelle. Il avait pour lui l'éternité. Le coup de grâce ne fut pas porté par la justice ou les finances, mais par le corps même du baron, qui avait trop longtemps puisé dans ses réserves. Moins d'1 an après l'arrêt du chantier, à l'hiver 1893, Amaury de Vallombreuse est terrassé par une attaque d'apoplexie. Il s'éteint seul dans son manoir humide, emportant avec lui les derniers secrets et la dernière flamme de son projet insensé. Sa mort est à peine mentionnée dans les journaux locaux qui la relatent comme un fait divers, la fin d'un excentrique dont la folie vallombreuse a défrayé la chronique. À Paris, personne ne s'en émeut. Le baron était déjà un fantôme. Sa disparition lève la dernière hypothèque sur l'avenir du chantier. Le tuteur, puis les héritiers, n'ont qu'une seule idée en tête, se débarrasser de ce fardeau et de ce souvenir embarrassant. Le domaine du Marais est mis en vente. Mais qui voudrait acheter des centaines d'hectares de terres agricoles grevées en leur centre par une monstrueuse fondation de béton et une ébauche de tours en pierre? La vente est difficile. Finalement, c'est un consortium d'éleveurs locaux, mené par l'ancien maire et adversaire du baron, Théophile Giraud, qui rachète le domaine pour une fraction de sa valeur. C'est l'ultime ironie de l'histoire. Les ennemis du phare en deviennent les propriétaires. Leur première intention est de dynamiter les vestiges et de rendre la parcelle à l'agriculture. Ils font venir un expert qui, après avoir étudié la masse de béton et de ferraille du radier, leur présente un devis tout aussi pharaonique que l'avait été le projet de construction. Détruire l'ouvrage coûterait presque aussi cher que de le bâtir. Découragés, les nouveaux propriétaires renoncent. Ils se contentent de récupérer ce qui peut l'être, les belles pierres de taille de Chauvigny, qui n'avaient pas encore été utilisées, sont vendues à des entrepreneurs de la région et serviront à construire des murs de clôture, des linteaux de porte et même une nouvelle sacristie pour l'église de l'abbé Renaud. Le reste est abandonné à son sort. Le temps et la nature reprennent alors leurs droits avec une lente et inexorable efficacité. La grande excavation se comble peu à peu de terre et de végétaux. Les herbes folles, les ronces et les jeunes saules colonisent le radier de béton. Les quelques assises de la tour,
avec leurs pierres de première qualité, résistent mieux. Mais le gel et la pluie commencent à s'infiltrer dans les joints, à faire leur œuvre de sape. Les mousses et les lichens s'y installent, colorant le granit de teintes vertes et grises. La folie vallombreuse devient une curiosité locale. Pendant des générations, les enfants du pays en font leur terrain de jeu, escaladant les quelques mètres de murailles, explorant les cavités du chantier, s'inventant des histoires de trésors et de fantômes du baron. Les anciens racontent aux plus jeunes l'histoire de ce seigneur un peu fou qui voulait allumer une lumière pour les poissons qui n'existaient plus. L'histoire se transforme en légende, perdant peu à peu ses détails techniques et financiers pour ne garder que son essence poétique et absurde. Le phare au milieu des terres devient un mythe du marais poitevin, au même titre que la fée Mélusine ou la bête Faramine. Les années passent, les guerres mondiales, la modernisation de l'agriculture, le développement du tourisme. Le XXe siècle balaie la région de ses propres tempêtes. Le souvenir du baron s'estompe, mais les vestiges demeurent. Aujourd'hui, pour le promeneur averti qui sait où chercher, le lieu est encore visible. Caché derrière un rideau de peupliers, au bout d'un chemin défoncé, on découvre ce spectacle étrange. Un vaste affaissement de terrain, une dépression circulaire où la végétation est plus dense, trahit l'emplacement de l'ancienne fouille. Et au centre, émergeant à peine des hautes herbes, le disque de béton du radier, craquelé, et les premières rangées de pierres de la tour, tels les ossements d'une créature préhistorique. C'est un lieu chargé d'une mélancolie puissante. On y ressent le poids de l'ambition déçue, le silence d'un grand rêve qui n'a jamais pu crier son nom vers le ciel. Pourquoi personne n'a construit ce phare? La réponse est multiple. Parce que le sol était une éponge, parce que l'argent s'est évaporé, parce que les voisins se sont rebellés, parce que l'administration a freiné, parce qu'un homme, seul contre tous, a fini par se briser. Mais au-delà de ces raisons pratiques, il y a peut-être une réponse plus philosophique. Ce phare n'a pas été construit parce que son essence même était un paradoxe, vouloir figer le temps, matérialiser un souvenir, opposer la rigidité de la pierre au mouvement perpétuel de la terre et de l'eau. C'était un combat perdu d'avance. Le baron de Vallombreuse n'a pas laissé derrière lui un phare illuminant la nuit, mais quelque chose de peut-être plus précieux, une question, une ruine qui nous interroge sur la nature de nos propres rêves, sur leur grandeur et leur fragilité face à la réalité du monde.